Nous avons vu la dernière fois que l'agriculture du Mahafali était une agriculture en difficulté, une agriculture soumise à la désertification, au risque de famine, fragile par ses faibles moyens, ne lui permettant pas, pour une agriculture vivrière, d'avoir des rendements suffisamment élevés pour mettre à l'abri la population qui en vit. Enfin, ces territoires sont des territoires qui sont parfois quittés par leurs habitants qui préfèrent partir, c'est l'exode rural. Alors je voudrais juste terminer quand même en vous montrant une dernière image et puis peut-être aussi une raison de voir un peu différemment cet espace du Mahafali. Voici un agriculteur du Mahafali, vous le voyez ici, il est en train de planter un arbre. Alors ça paraît rien, mais il y a un programme, plusieurs programmes qui sont mis en place dans certaines parties du Mahafali pour replanter des arbres et reforester des territoires où la déforestation et la désertification est trop importante. Donc gardons pas simplement une image très négative qui est celle que j'ai donnée à partir de l'étude des documents du livre. Il y a aussi des initiatives sur place qui peuvent permettre aux habitants de peut-être changer aussi les conditions dans lesquelles ils vivent. Alors maintenant nous arrivons à la conclusion, habiter les espaces agricoles faiblement peuplés. Pour cette conclusion, j'aurais pu passer par, la carte, de fin de votre livre, un planisphère, celui-ci, qui, nous montre, les, régions du monde selon le type d'agriculture qu'elles produisent. Alors avant de regarder la carte elle-même, le planisphère, bien regarder la légende. Heu, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut, dans votre livre, séparer l'agriculture en 2 parties, une agriculture pour vendre et une agriculture pour se nourrir. Alors normalement, vous devez être capable de mettre des noms derrière. L'agriculture pour vendre, c'est l'agriculture productiviste, celle que nous avons découvert dans les grandes plaines. L'agriculture pour se nourrir, c'est l'agriculture vivrière qu'on nous avons découvert au sud-ouest de Madagascar. Alors maintenant, si je regarde cette partie de la carte, je n'ai affiché que l'agriculture pour vendre, l'agriculture dite commerciale. Alors, elle est séparée en 2 parties, une culture mécanisée très productive et bien reliée aux grandes villes, donc ça va être le cas de l'agriculture en Amérique du Nord, sur le continent européen, dans l'Asie centrale, au nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique et un petit peu en Australie. Autre type d'agriculture commerciale, l'élevage commercial, donc là on élève de grandes quantités d'animaux pour exploiter leur viande, leurs ressources, leur laine, leur cuir, que sais-je encore, et c'est destiné à la vente. Donc là, on voit qu'il y a de grandes régions du monde qui se sont spécialisées dans ce type d'élevage. Voilà, par exemple, tout le nord de l'Europe, hein, voilà, le nord-ouest de la France, par exemple, c'est plutôt ces régions d'élevage assez importants. Ici, pour l'Amérique du Nord. Donc, première type d'agriculture qu'on pouvait voir. Deuxième type d'agriculture, ça va être l'agriculture pour se nourrir. Alors j'ai laissé de côté l'élevage nomade. Finalement, l'élevage nomade est une agriculture qui est très peu importante en effectif de population. C'est plutôt l'élevage commercial hein, qui va être le plus productif. Et on va trouver des agricultures vivrières à faible rendement ou à fort rendement. Donc vivrières à faible rendement, ce sont des agricultures qui permettent aux habitants d'en vivre, mais pas forcément dans de très bonnes conditions. Ça correspond tout à fait à la situation du Mahafali, et on voit que c'est tout le sud du continent africain aussi qui est concerné par ce type d'agriculture, et une partie de l'Amérique du Sud. On va en trouver aussi une partie dans l'Asie du Sud-Est. Nous avons des régions d'agriculture vivrière à fort rendement, donc là une agriculture plus efficace, plus moderne, qu'on va trouver en Asie du Sud, du Sud-Est et en Asie de l'Est. Si je fais le bilan, voilà ce que ça donne. Donc sur la carte qui va venir, vous allez voir l'agriculture, tous les types d'agriculture dans le monde. Bon, ça fait une carte un peu compliquée. Alors ce qui m'intéresse juste sur cette carte, c'est qu'on peut mettre en relation la répartition de la population, qui est représentée par ces petits points.
Un point représente 1 million d'habitants, donc ça nous permet de repérer des zones qui sont très peuplées, comme la zone autour de Lagos, ça c'est dans le golfe de Guinée, le continent européen, l'Inde, l'Asie du Sud, très peuplée, l'Asie de l'Est, extrêmement peuplée. Alors on voit d'autres régions comme ça qui se dessinent. Et on remarque que des régions du monde très peuplées vont avoir une agriculture eh bien, de type vivrière, d'autres des régions qui sont très peuplées vont avoir une agriculture beaucoup plus productive. Eh bien, ça recoupe aussi les difficultés de ces pays. Un des grands enjeux de la population mondiale, bah, c'est d'arriver à se nourrir. Un grand enjeu des États, c'est d'arriver à subvenir aux besoins en ressources de leur population. Je laisse cette carte de côté. Nous, qu'est-ce qu'on va en retenir? Donc là, c'est là que nous allons utiliser le tableau que nous avions dans notre fiche. On va comparer très rapidement l'agriculture dans un pays développé et dans un pays en développement. Quelle différence? Quel point commun? Alors les différences. L'agriculture d'un pays développé est reliée aux échanges mondiaux, alors que celle d'un pays en développement peut être très isolée, même en cas de proximité de ville, puisqu'on avait vu que les déplacements, par exemple dans le cas du Mahafali, étaient difficiles. Ensuite, là, j'utilise le vocabulaire de la leçon, l'agriculture est productiviste et à haut rendement. Dans ce deuxième cas, dans un pays en développement, elle est plutôt vivrière et à faible rendement. Point commun des espaces agricoles, que nous avons pu voir que ce soit dans le cas du Mahafali ou dans le cas des Grandes Plaines, ce sont les faibles densités de population. Alors ce n'est pas forcément le cas pour tous les espaces agricoles du monde. C'est le cas dans notre étude, mais il y a des régions agricoles où les densités peuvent être très élevées. Et deuxième point commun, eh bien, c'est l'empreinte de l'agriculture dans l'espace, à travers les champs, à travers les espaces réservés à l'élevage, les pâturages, à travers les signes tout simplement visibles de l'agriculture. Au passage, ces espaces agricoles ne sont pas des espaces naturels, ce sont bien des espaces dessinés par les activités humaines, avec des moyens très modernes dans le cas des pays développés et de l'agriculture productiviste, avec des moyens plus traditionnels dans le cas de l'agriculture vivrière. Voilà pour cette partie, voilà pour la fin de la leçon. Je vous donne un dernier exercice, les consignes sont à suivre avec la vidéo de correction.